Aujourd'hui, une vidéo sur la loi naturelle et la communication non violente. Très souvent, la communication non violente, on en entend parler, et même si on essaie de l'appliquer, beaucoup de gens n'en comprennent pas fondamentalement l'esprit. Donc en toute humilité, je vais essayer de traduire en quelques planches cette philosophie, en tout cas celle qui m'habite moi-même. Donc là, vous voyez Marshall Rosenberg, avec l'archétype du chacal, celui qui a tendance à dire soit ce qui lui vient directement du cerveau, soit ce qui lui vient directement du cœur, et il n'essaye pas de faire l'équilibre entre les deux. Et surtout, il se fiche de ce qui sort de sa bouche. Si ça blesse la girafe en face, il s'en fiche complètement. Il balance ce qu'il a balancé. Et il a ses oreilles de chacal qui, comme une grand-mère qui a fait une tarte et auquel tous les invités disent elle est délicieuse ta tarte. Elle entend, elle est trop cuite, elle est trop salée, j'aurais dû mettre moins de courgettes. Donc le chacal, il filtre aussi par ses oreilles. Et à l'inverse, eh bien, je ne présente pas la girafe, qui elle fait exactement l'inverse du chacal. Et je tiens quand même à préciser qu'en communication non violente, on dit qu'un chacal, c'est une girafe qui n'a pas les mots, qui n'a pas le vocabulaire. Mais on n'est pas là pour parler de CNV en tant que tel, on est là pour parler de loi naturelle et de CNV, donc les fondements de la communication non violente. Une des premières choses à dire, c'est que l'homme est un animal social. Et que la pire des choses pour lui, c'est d'être banni du groupe. Ce n'est pas d'être tué, c'est d'être exclu du groupe. Surtout dans une société où il n'y a pas forcément de guerre. Mais être banni d'un groupe, aussi petit soit-il, c'est un gros problème. Et notamment, vous pouvez prendre des cas un peu extrêmes, comme des personnes qui sont battues. Eh bien, très souvent, elles ont quelque chose en elles qui préfèrent quand même recevoir des coups plutôt que de se sentir seul ou de se savoir seul. Et pour beaucoup de gens, la pire des solitudes, c'est de se sentir seul alors qu'on est très entouré. Okay, ça peut mener à des sentiments dépressifs, etc. Donc, ça, c'est une des premières choses que je voulais mettre en place. Très souvent, on va prendre la période des guerres, la période d'ostracisation, les périodes 2020-2021 ont pu montrer qu'on pouvait faire beaucoup de choses uniquement par effet de groupe, par effet de meute, tout simplement pour ne pas se sentir exclu ou banni, ou montré du doigt. Voilà. Tu ne fais pas partie du groupe. Je tiens à préciser quand même qu'on appelle la communication non violente, j'expliquerai après ce que ça veut dire. Très souvent on me dit mais pourquoi pas la communication bienveillante ? Eh bien parce que ça n'est pas parce que ce n'est pas la guerre que c'est la paix. Voilà. Ça peut être l'indifférence, ça peut être la haine, ça peut être... donc ce n'est pas parce que ce n'est pas la guerre que c'est la paix. Et donc on parle de communication non violente. Il y a un arc-en-ciel, ce n'est pas juste la guerre ou la paix. D'ailleurs, la philosophie même de la communication non violente, c'est de sortir de l'état d'esprit 0 ou 1. Problème, solution. T'es avec moi ou t'es contre moi. C'est la guerre ou c'est la paix. La vie est multicolore, la vie est myriade, la vie est arc-en-ciel, et donc ce n'est pas parce que ce n'est pas la guerre que c'est la paix. Il y a vraiment toute une frange de possibilités entre. Et c'est dans ces possibilités-là que l'on peut se rallier à l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas parce que ce n'est pas la guerre que c'est la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Spinoza. Donc c'est tout à fait ça. Et donc nous, on va essayer de trouver au moins de la non-violence, et pourquoi pas de la paix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou ne savent pas ce que c'est que la loi naturelle, c'est un ensemble de conditions universelles non créées par l'homme, qui sont contraignantes et immuables et qui régissent les conséquences du comportement. Alors, il y en a une qui est assez connue. Alors déjà, je dis que le fait que l'humain soit un mammifère social fait partie de la loi naturelle. Donc, on ne peut pas s'en affranchir et donc aussi toutes les conséquences que ça implique, dont j'ai parlé un peu au-dessus. Je précise aussi que, par exemple, vous êtes dans un pays, je dis n'importe quoi, mais par exemple, fumer telle plante est légale. Vous traversez une route ou une petite rivière, vous êtes dans un autre pays, et hop, fumer cette plante devient illégal, on vous met en prison. Eh bien ça, c'est pas la loi naturelle. Ça, c'est une loi humaine. Et donc vous pouvez aller aussi loin que vous voulez à chercher des choses. Il y a des lois naturelles, un ensemble de conditions universelles qui ne dépendent pas des ruisseaux, des fleuves, des montagnes. Les plantes, les rochers y sont soumis. Nous aussi. Et donc, quand je ferai
quand je parlerai de loi naturelle, ou éventuellement plus tard de moralité, ce sera toujours au regard de ça. Donc ce ne sont pas des lois humaines, je tiens bien à le préciser. Donc la croyance humaine est tout à fait non pertinente en ce qui concerne l'existence et le fonctionnement de la loi naturelle, tout comme elle n'est pas pertinente en ce qui concerne les autres lois de la nature, telles que la gravité, l'inertie, la thermodynamie, l'électromagnétisme. Donc c'est pas parce que quelqu'un arrive en haut d'une d'une crevasse et qui se jette en disant « je ne crois pas à la gravité », eh bien qu'il ne va pas tomber et mourir. Et bien, si c'est un petit enfant qui a 3, 4, 5, 6 mois, qui marche et puis qui tombe dans cette crevasse, il va mourir aussi. Et donc on va dire « ah mais c'est pas normal, c'est pas moral, etc. » Non mais ça ne dépend pas des lois morales ou humaines. C'est les lois et les conséquences au regard des lois naturelles. Alors si vous étiez bouddhiste, vous l'appelleriez le karma. Ok. C'est un petit peu ça. Donc comme tous les autres phénomènes de la nature, le fonctionnement de la loi naturelle ne nécessite aucune croyance pour être découverte et connue. La CNV, la communication avec un autre être vivant, fait partie de cela, notamment en tant que mammifère social. Donc vite fait, la loi naturelle, je vais vous donner le premier principe. C'est on récolte ce que l'on sème. Si vous avez planté un cerisier, il y a 100% de chances que vous obteniez des cerises. Ou pas, je veux dire dans le sens où il peut y avoir... on peut couper l'arbre, il peut y avoir du gel. Mais si vous plantez un cerisier, vous mangerez des cerises. Si vous plantez de la colère, vous aurez de la colère. Si vous plantez de l'amour, vous aurez de l'amour. Et c'est pas dans l'instantanéité qu'il y a aussi la loi de l'inertie. Ok ? Je peux planter de la gentillesse à un moment donné et en récolter avec une autre personne à un autre moment. Ça fait partie de la nature. C'est-à-dire que je ne suis pas censé comprendre tout ce qui arrive et toutes les conséquences de mes actes. La seule question, c'est est-ce que je respecte la loi naturelle ? Qu'est-ce que je viens de planter ? Qu'est-ce que je veux planter ? Ça, c'est très important. On reverra, si vous faites la CNV, du rapport de l'intention. Le principe numéro 2, alors je donne souvent cet adage, alors je ne rentre pas trop dans le détail de cette histoire, mais un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous en lui a 2 loups qui se livrent bataille. Le premier loup qui représente la gentillesse, l'amour, la bienveillance, la gratitude, la sérénité. Et puis aussi le second loup qui représente la peur, l'avidité, la haine et qui veut nous détruire tout simplement. Et détruire tout autour de lui. Et le petit-fils demande « Papy, lequel de ces 2 loups gagne ?» Celui que tu nourris. Ok ? Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est à chaque seconde, ou en tout cas à chaque fois que vous prenez la parole, que vous avez une pensée, que vous posez un acte, quel loup nourrissez-vous ? Et en lien avec le premier principe, eh bien, vous semez quelque chose, vous allez le récolter. Donc ce principe numéro 2, eh bien, voilà, on entretient ce que l'on sème. Ok, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que non seulement on le plante, mais pour que toute chose puisse continuer à être, il faut l'entretenir. Moi, par exemple, j'habite dans une maison où je me chauffe uniquement au bois. Eh bien, donc c'est pas un chauffage central que je laisse partir. Et puis, si je pars 2 heures, quand je reviens, il fait froid. Ou en tout cas, il y a l'inertie peut-être du feu, mais il n'y a plus que des braises. Il faut que je rallume, que je ravive. Ok, et c'est le cas pour l'amour, c'est le cas pour tout ça. Ça fait partie des lois naturelles. C'est-à-dire qu'il y a de l'inertie aux choses. Et que comme tout principe, s'il y a un printemps, il y a un été, il y a un automne et il y a un hiver. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui commence, qui monte, qui a un extrémum, un maximum et qui descend et qui ensuite repasse par une phase qu'on va appeler la mort, qu'on va appeler la fin. Et pour que toute chose puisse continuer à être, il faut l'entretenir. Et principe numéro 3, eh bien, si ce que tu récoltes, ça ne te plaît pas, eh bien, change ce que tu sèmes. Et vous me voyez venir, c'est-à-dire que si à chaque fois vous dites « Ah, mais je rencontre les mêmes personnes, il se passe toujours la même chose dans mon boulot, il m'arrive toujours les mêmes choses, j'ai toujours de l'arthrose, et peut-être change ce que tu sèmes. » En naturopathie, on dit « Il y a 3 choses fondamentales pour que quelque chose pousse. Que ce soit de l'amour, mais que ce soit de l'arthrite, de l'arthrose, un cancer. Un terrain, une graine et un environnement. L'environnement, on ne peut pas toujours le changer, on peut essayer. Notre terrain, c'est notre terrain intérieur. Et la graine, eh bien là, en l'occurrence, c'est notre parole, ou notre pensée, ou notre intention, ou notre attention. Et quand je parlais de terrain, bien justement,
à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? À quoi on pense? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes émotionnels? Là, vous avez une image de ce qu'on appelle la thermographie émotionnelle. Dans quel terrain je vais planter cette graine? Dans quel terrain je vais dire ce mot, cette parole? Puis forcément, si c'est à l'intérieur, l'environnement à l'extérieur, puisque je récolte ce que je sème, la plupart des gens sont en colère, ont de la peur, ont du stress. Et que ce soit en France ou ailleurs, eh bien on récolte ce qu'on sème. En sachant que ça revient à l'intérieur par ce qu'on appelle le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et donc, qu'est-ce que vous regardez? Des informations de violence? Des séries avec des super-héros qui sauvent? Et donc problème-solution? Vous écoutez quoi? Vous touchez quoi? Comment vous touchez? Avec quelle douceur? Avec quelle violence? Avec quelle ardeur? Est-ce que vous prenez le temps de sentir les choses? De goûter? Et tout ça s'entretient. C'est une boucle sans fin. Et ça fait partie des lois naturelles. Il y a une autre loi qui dépend de la loi naturelle, c'est la loi de la liberté. Elle fait partie des lois naturelles. La liberté et la moralité sont directement proportionnelles. Plus la moralité augmente, plus la liberté augmente. Et lorsque la moralité diminue, la liberté diminue. Je dis bien encore une fois, moralité au sens de la loi naturelle. Une autre façon d'énoncer cette loi de la liberté serait de dire que la présence de la vérité et de la morale dans la vie des gens d'une société donnée est inversement proportionnelle à la présence de la tyrannie et de l'esclavage dans cette société. Donc en gros, plus je suis tendu à l'intérieur, plus mon terrain intérieur à la fois physique, émotionnel et mental est dégradé, plus par défaut, je vais poser des actes, des paroles ou des pensées dans cette société-là. Et comme je récolte ce que je sème, en général, je vais obtenir de la tyrannie et de l'esclavage. Donc la véritable liberté ne peut jamais exister dans une société qui embrasse ce qu'on appelle le relativisme moral. Le relativisme moral, c'est l'idée qu'il n'y a pas de différence inhérente et objective entre le bien et le mal, de sorte que l'humanité peut arbitrairement créer ou décider du bien et du mal pour elle-même. Mais comme je vous ai dit, c'est une loi naturelle, c'est pas une loi humaine. Vous voyez tout ce que cela incombe, et quand quelqu'un en général dit que quelque chose est bien, c'est parce que c'est bien pour lui, pour son ego, pour ses proches, pour éventuellement sa famille, ou les gens qu'il considère être comme lui. Mais c'est jamais au regard d'une loi naturelle. Et donc on arrive à quelque chose de fondamental par rapport à la communication non violente, c'est la différence entre la force et la violence. J'aime bien cet adage qui dit « l'usage protecteur de la force n'est pas une violence, c'est tout simplement protéger la vie, le vivant ». Et donc très souvent, on parle de force et de violence comme s'il s'agissait de la même chose. Donc on utilise ces deux termes de façon interchangeable, alors qu'en fait, chacune de ces notions sont diamétralement opposées, et complètement, polairement d'ailleurs, opposées. C'est quoi la force? Donc la force, c'est la capacité d'effectuer un travail. Si vous rappelez vos cours de physique, eh bien c'était en Newton. Donc c'est juste pour provoquer un changement. Une énergie, une force, une puissance quelconque. La force, c'est une action qui est en harmonie avec la morale et donc la loi naturelle, parce qu'elle ne viole pas le droit d'autrui, d'un autre être vivant sensible. Une force, c'est une action que l'on a toujours le droit d'entreprendre, y compris pour se défendre contre la violence. Et vous avez bien compris, la violence, c'est exactement l'inverse. C'est une utilisation immorale de la force physique, ça peut être de la force psychologique aussi en tout cas, pour contraindre, obliger ou restreindre quelque chose, et notamment, souvent, la liberté de quelqu'un d'autre. Sa liberté de faire ce qu'il a le droit de faire s'il ne cause pas de tort à quelqu'un. La violence, c'est une action coercitive, qui est en opposition avec la morale et la loi naturelle, parce qu'elle implique la violation des droits d'autrui. La violence, c'est une action que l'on n'a jamais le droit d'entreprendre. Et si on l'entreprend, on en subira les conséquences. Pas forcément humaines, mais issues du vivant. Donc ça veut dire que, par exemple, on a un estomac. Prenons quelque chose qui ne fait pas rentrer trop la morale humaine là-dedans, mais on a un estomac avec un certain
une certaine dimension, qui a certaines caractéristiques, dans un certain environnement, si je mets n'importe quoi dans cet estomac, à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, j'en subirai les conséquences d'un point de vue gastrique, ou digestif, ou d'assimilation, ou au niveau du côlon un peu plus tard. Et donc, c'est quoi la force et la violence versus la violence? C'est qu'avoir le droit, c'est ne pas faire de tort. Donc là, vous voyez un clou bien droit et puis des clous tordus. Alors en fait, normalement, la légende de cette image-là, c'est qu'en général, on ne tape pas sur les gens tordus, on tape que sur les gens droits. Eh bien, parce que très souvent, on peut s'apercevoir que la loi humaine n'a absolument rien à voir et parfois même est complètement opposée à la loi naturelle. Sinon, le monde ne se trouverait pas dans cet état-là. Voilà, là par exemple, on voit des enfants, vous voyez, il y a une balle bleue, donc on voit des enfants qui tapent dans une balle. Eh bien, le mur, il est juste fort. C'est-à-dire que si l'enfant tape doucement, la balle reviendra doucement. Si l'enfant tape fort, eh bien, ça reviendra fort. Ça, c'est de la force. Par contre, ça ne dit rien de l'état intérieur de l'enfant quand il tape la balle. Et donc, ce n'est pas parce que parfois certains mots, certaines paroles sont gentilles en apparence, qu'à l'intérieur, il n'y a pas de violence. Ok. J'ai mis cette image-là parce que, pour que quelque chose s'allume, et en l'occurrence, une relation avec quelqu'un, pour que ça s'enflamme même, comme dans l'amour, ok, ou dans une relation de feu, ou en tout cas, tout simplement pour être en contact avec quelqu'un, pour que quelque chose s'allume, une relation avec le vivant, il faut que ça frotte. Vous voyez là, c'est quelqu'un qui est en train de frotter soit deux bouts de bois, soit je sais pas ce qu'il a allumé là. Mais oui, il faut que ça frotte. Ok. Donc parfois, il faut que les choses s'accrochent et se frottent pour allumer une relation. C'est quand il n'y a absolument aucun lien que ça peut être extrêmement violent. Rappelez-vous, nous sommes des animaux sociaux. Si nous ne sommes pas à côté, si nous ne sommes pas en lien, c'est la pire des choses. Bien sûr qu'il faut que ça frotte. Mais, c'est ce qu'on pourrait appeler de la bienveillance, de la courtoisie, éventuellement de la politesse ou de la diplomatie. Okay, ça peut être violent aussi, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un lien. Et des fois, ça frotte dur. Je précise une chose par rapport donc à ce qu'on appelle parfois la vérité, le réel, versus les perceptions et les croyances. C'est Kierkegaard qui disait « Il y a deux façons de se faire avoir, en tout cas de tromper quelqu'un. L'une est de faire croire vrai ce qui n'est pas vrai, et l'autre est de refuser d'accepter ce qui est vrai. » Et donc, ce rapport au réel et à la vérité, qu'on pourrait appeler le déni, ou en tout cas le fait de dire « mais chacun sa vérité, chacun sa morale », et on retombe dans le relativisme moral, ça c'est un des gros points qu'on vient travailler en communication non violente. C'est-à-dire qu'on ne reste pas avec des perceptions et des croyances, ou des jugements, ou des préjugés. On part du réel, c'est-à-dire le ici et maintenant. J'aime bien cette image, souvent que je présente. Voilà, celui qui est à gauche, il va dire « il y en a 4 !» Et celui à droite, il dit « non, il y en a 3 !» Ok. Bon, évidemment, vous imaginez bien que c'est un jeu d'illusion. C'est ça, justement. Est-ce qu'on peut se rapprocher de plus en plus du réel et de la vérité ? Quelle que soit notre éducation, quelles que soient nos lunettes, nos perceptions. Je parlais du VACOC tout à l'heure. Je rappelle qu'étymologiquement, le mot perception vient de percipere, qui signifie saisir par les sens, ou action de recevoir. Évidemment, je reçois des choses. Ok, mais dans ce qui arrive au niveau de mes yeux, de mes oreilles, de mon nez, de ma bouche, derrière, je n'ai pas besoin de mettre de signal, de traitement de signal. Parce que pour la même chose que l'on va sentir, quelqu'un va dire « ça sent bon, ah non, ça sent mauvais, oh, chacun sa vérité. » Oui, ok, pour ça. Mais quand on commence à échanger des choses, les chacals et la girafe vont avoir... Imaginez que vous avez 3 chacals autour de la table, ça va être compliqué de pouvoir s'entendre sur « c'est bon, c'est mauvais, on rajoute du sel ». Ok, mais c'est quoi la recette ? Ok, qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans ? Donc vraiment, le rapport entre le réel et les perceptions. Einstein disait « la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est qu'information ». Il faut vivre les choses. Et on ne peut vivre les choses que depuis nos 5 sens. C'est-à-dire, dès que vous regardez quelque chose à la télé qui est à l'autre bout du monde, vous n'en avez pas la connaissance. Vous en avez peut-être le savoir, mais pas la connaissance. Et donc forcément, elle est partielle. Car vous n'aurez connu
cette réalité que depuis éventuellement vos yeux et vos oreilles. Vous n'aurez pas touché, goûté, senti, expérimenté. Et donc tout le monde va rentrer dans ce qui est vrai ou ce qui est faux, depuis son point de vue. Et donc ce qui est vrai, je tiens quand même à le préciser, c'est ce qui est correct et basé sur une vérité, sur le réel, sur de la connaissance, sur de l'expérimentation. Ce qui est vrai, c'est aussi ce qui est moral, en harmonie avec la loi naturelle. Et du coup, dans ce qui est vrai, ce qu'on peut retrouver dans le bouddhisme par le chemin octuple, eh bien les actions qui en découlent n'entraînent pas de préjudice pour les autres êtres sensibles. Puis vous prenez l'inverse, ce qui est faux, c'est ce qui est incorrect, et qui est non basé sur la vérité, le réel, par les 5 sens et la connaissance. Si c'est basé sur le savoir, ce sera incomplet. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est incomplet. C'est aussi immoral, en opposition avec la loi de la nature, avec les lois naturelles. Et les actions qui en découlent entraînent des préjudices pour les autres êtres sensibles. Et donc dans ce rapport entre la vérité, le réel, les perceptions et les croyances, le réel, c'est la présence ici et maintenant. La croyance, c'est tout ce qui est théorie, fantasme, préjugés, pensées limitantes, révision du passé, anticipation du futur, tout ce qu'on va pouvoir, tout ce qui émane soit directement de notre mental, sans en avoir eu la connaissance par les 5 sens, soit ce qui vient de notre cœur, mais qui est aussi teinté de toutes nos émotions intérieures. Et donc en CNV, on choisit consciemment le réel et la présence. On choisit de nourrir le vivant en moi, puis en lien avec l'autre. En CNV, je choisis le lien avec la personne plutôt que d'avoir raison sur le sujet de notre conversation. En CNV, on nourrit le vivant. Le vivant, il est là, ici et maintenant. Une chose qui est très importante en CNV, c'est l'amour. Il y a quelqu'un qui disait un jour, on a tout essayé dans l'histoire de l'humanité, mais peut-être jamais l'amour. Je voudrais juste dire ce petit texte. L'amour est la seule voie. L'amour qui est patient, l'amour qui est gratuit, l'amour qui rend libre, l'amour qui est bon, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui n'agit pas de façon inconvenante, qui ne cherche pas son propre intérêt. L'amour qui ne s'irrite pas, qui se réjouit de la vérité et ne se réjouit jamais de l'injustice. L'amour qui supporte tout, croit tout, espère tout, endure toute chose. Ce genre d'amour. Eh bien oui, la communication non violente, elle amène à ça. Cet amour véritable, moi je l'ai lu dans un livre de Thich Nhat Hanh, et il dit la compréhension est l'autre nom de l'amour. C'est ça qu'on fait en communication non violente. L'amour, cette conscience de la présence de l'autre, de soi-même, amène à ça. Dans le véritable amour, il n'y a pas d'orgueil. L'ego, qui moi je, j'ai raison, et qui cherche à avoir raison, plutôt que de rester en lien avec l'autre. Il disparaît, s'estompe. Dans le véritable amour, vous atteignez la liberté, dit Thich Nhat Hanh. Oui, c'est exactement ça. C'est ce rapport de liberté dont je parlais tout à l'heure, la loi de la liberté, en lien avec la loi naturelle. J'aime bien cette phrase-là, ou en tout cas, qui dit « Le véritable amour est fait de compréhension ». Comprendre l'autre personne, c'est l'objet de votre amour. Comprendre ses souffrances, ses difficultés et ses véritables aspirations. Si la compréhension est présente, vous pourrez offrir de la bonté, de la compassion et de la joie. Il y aura aussi de l'espace. Ça, c'est très important dans la CNV. L'espace que vous avez en vous. Okay, s'il y a plein de choses à l'intérieur de vous, des préjugés, de la tension, effectivement, c'est dur d'avoir de l'espace. Déjà pour soi et encore moins pour l'autre. Donc il y aura aussi de l'espace, car le véritable amour ne connaît pas de la possessivité. Vous aimez, mais vous restez libre et l'autre aussi. Okay. Et pour ne pas citer que Thich Nhat Hanh, j'aime bien citer aussi Jacques Salomé, et qui parle lui de cultiver les piliers d'une relation vivante. Okay, on reste dans ce rapport des lois naturelles, du vivant, de prendre soin de l'autre. Et moi je retiens DDRR, tout simplement, parce que c'est plus facile à retenir avec des acronymes. Savoir demander sans réticence,
en écoutant la réponse. Ok, quand on pose une question et qu'on n'écoute pas la réponse, à quoi ça sert de poser la question? Et savoir demander sans exiger. Ça, c'est un point fort dans la communication non violente, c'est de savoir demander sans exiger. Et on apprend à faire la différence. Parce que des fois, c'est des exigences qui sont bien enrubannées de jolies demandes. C'est savoir donner, sans regret, sans imposer, sans endetter l'autre ou le culpabiliser. C'est pas un cadeau empoisonné, quoi. Quand vous donnez une parole, quand vous donnez un terme, quand vous donnez votre présence, vous la donnez, c'est un don, c'est de l'instant présent, c'est de l'amour. C'est pas pour quelque chose plus tard, avec des dettes, c'est maintenant. Il faut savoir aussi recevoir. Ok, recevoir, mais vous n'êtes pas une poubelle émotionnelle. Vous n'êtes pas à recevoir n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut savoir dire non. Et quand vous recevez, si l'autre part d'un don, alors il n'y a pas de redevabilité, vous n'êtes pas endetté envers lui. Et il faut savoir refuser ce fameux non. Bien sûr, il faut savoir aussi ne pas confondre le message et le messager. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui ne vous convient pas que cette personne est mauvaise. Okay. Il faut savoir refuser sans culpabiliser non plus. Okay. Il y a plein de gens qui n'osent pas dire non de peur de... Okay. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur la philosophie et le principe de la loi naturelle et des fondements de la CNV, je vous invite à me retrouver sur le site enthousiasmeur.com. Et sur ce site-là, vous pourrez retrouver déjà mon actualité et tout ce que je propose en termes d'événements, ce que je propose pour les particuliers, aussi également en tant que naturopathe, et pour les organisations. Vous verrez, il y a dans l'onglet vidéo tout un tas de vidéos gratuites. Et dans la boutique, vous pourrez aussi accéder à tout un tas de petites vidéos qui pourraient vous aider suivant appréciation personnelle et votre développement personnel, mais également une formation de 6 heures en 19 vidéos avec un programme pédagogique complet autour de la communication non violente. Et une fois que vous l'avez acheté, eh bien, vous pouvez aller directement sur le site internet, vous aurez un code et vous pourrez accéder à ces 6 heures de programme autour de la communication non violente. Prenez bien soin de vous.